Bonjour, bienvenue sur ce webinaire organisé par CDG Capital. Nous allons démarrer dans quelques secondes, le temps que la salle se remplisse, que les participants puissent pouvoir accéder au live sur YouTube ou sur le site de CDG Capital. Avant de démarrer, de vous présenter ce webinaire et nos différents intervenants, je souhaite juste vous faire une petite remarque, chers participants. Donc, si vous suivez le site, si vous suivez le live sur le site de CDG Capital, eh bien, il vous suffit d'aller en dessous de la vidéo pour trouver un espace de commentaires pour laisser vos questions aux intervenants. Si vous êtes sur téléphone portable, que vous nous suivez sur téléphone portable, eh bien, quittez le mode plein écran pour pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas donc à le faire. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, bienvenue encore une fois pour cette présentation, ce webinaire qui porte sur le comportement des marchés boursiers face au Covid-19. Plusieurs regards d'experts marocains et internationaux seront dévoilés aujourd'hui pour pouvoir comprendre, bien évidemment, le comportement des marchés face à cette situation inédite qui nous vient de cette crise sanitaire et du Covid-19. Alors, je vous présente nos différents intervenants. Avec nous, M. Rachid Oussaried, directeur général de CDG Capital Bourse, qui livrera plutôt une vision sur le marché action marocain et son comportement depuis le début de la crise du Covid-19. Zine Brkali, qui est CEO de Silk Invest à Londres et qui nous apportera un regard sur les marchés internationaux et le comportement des marchés avec cette crise. Wissam Berbouchi, qui est président fondateur de Hob Africa, un fonds spécialisé sur les marchés africains et qui nous parlera donc du comportement des marchés africains avec bien entendu également un regard sur le marché marocain. Et voilà, donc nous allons démarrer tout de suite. Bienvenue à tous. Bienvenue Zine, bienvenue Wissam, bienvenue Rachid. Donc nous allons peut-être commencer par le marché boursier marocain, puisque la majorité de nos participants aujourd'hui sont marocains et suivent ce marché marocain. Et pour cela, peut-être je vais passer la parole à Rachid Oussaried, directeur général de CDG Capital Bourse, pour nous faire un petit commentaire sur le marché action marocain. Bonjour, c'est Rachid. Bonjour, c'est Adil. Très bien, donc la connexion est bonne. Je vais peut-être vous demander au début de nous commenter ce qui s'est passé sur le marché boursier marocain depuis le début de la crise. Vous êtes en contact avec vos différents clients de différentes catégories. Vous avez un peu suivi ce qui s'est passé sur le marché. Décrivez-nous avec vos mots le comportement de la bourse de Casablanca depuis le début de cette crise. Bonjour à tous, bonjour Zine, Wissam. Un plaisir de participer à ce webinaire entre des professionnels de renom au niveau international. Sans plus tarder, ce qui s'est passé cette période, tu l'as bien décrit au début en disant que c'est une situation assez exceptionnelle, effectivement, de par mon expérience dans le marché qui est quand même assez longue. J'ai jamais vu une tendance aussi forte, une tendance aussi prononcée et j'allais dire aussi ramassée dans le temps. C'est-à-dire on a vu des mouvements, on va le voir un peu plus en détail, des mouvements assez particuliers du marché, de l'indice, des volumes assez exceptionnels. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé à l'international aussi. On voit bien avec le comportement des différents marchés internationaux. On va voir plus en détail dans les présentations de nos amis. Et on voit que la tendance est clairement vers une réaction forte liée à l'évolution des informations suite au Covid. Et par anticipation, notre marché marocain a fortement corrigé au début du mois de mars, alors que avant même qu'il y ait le premier cas de Covid détecté au Maroc. Donc, c'est un peu la force de l'anticipation des investisseurs marocains et le fait que nos pays voisins français, espagnols, italiens ont été fortement touchés. Et du fait qu'ils soient fortement touchés, nous a permis de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pourrait se passer chez nous. Là, je vois que la presse, il y a quelques éléments qui ne sont pas très clairs affichés.
sais pas si c'est Adil. Il y a des carrés. Je ne sais pas si vous les voyez correctement, moi je ne les vois pas. Il y a Très des bien. chiffres qui ne sont pas dans le graphe. Bon, je les ai, donc je vais les commenter. Je vais en parler sans forcément que ce soit au niveau de cette présentation. Allez-y, on Si va tu peux essayer. revenir juste à la slide d'avant, Adil. Oui, très bien, c'est là. Voilà, là, il y a déjà quelques chiffres qui apparaissent. Je ne sais pas pourquoi le reste n'apparaît pas. Mais bon, globalement, ce que je voulais adresser un petit peu, c'est comment notre marché a fonctionné sur un an, juste pour voir un peu hors Covid, qu'est-ce qui se passait avant. Et on voit bien qu'il y a une tendance qui était là, qui est plus ou moins haussière, qui est sur une année jusqu'au début mars. Et là, début mars, on a connu une baisse en fait un peu plus tôt. Comme je disais, par anticipation, il y a une correction, mais qui va être plus prononcée par la suite. On va le voir dans le slide d'après. Et je préfère aussi afficher des éléments liés au PE du marché pour voir un peu comment elle a évolué sur cette année et la valeur entreprise sur EBITDA qui est un ratio largement suivi par les investisseurs, particulièrement institutionnels et internationaux. Des informations importantes, mais qui malheureusement ne s'affichent pas chez vous, alors que je les ai chez moi. Le plus haut du marché cette année, sur toute l'année, il est de 12 633 points et ça date du 22 janvier. Donc là, on voit bien qu'on a bien démarré l'année. Entre janvier, début janvier, fin janvier, il y a une bonne hausse de l'indice. Et après, on a connu une baisse qui est assez prononcée. Et le plus bas, c'est date du 18-3. Et à cette date-là, on était à 8 987 points en cours de séance. Ce n'est pas le cours en cours de séance. Et avec une variation depuis le début de l'année, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on a plutôt une variation date-to-date qui est de 7,52. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que le PE a fluctué entre un plus haut de 23 à un plus bas de 15,5. Ça, c'est des sources Bloomberg. Donc maintenant, chaque analyste, chaque gestionnaire va avoir ses propres bases de données, sa propre façon de calculer les indices. Et donc, il peut avoir des informations un peu différentes. Donc, grossièrement, on est dans un indice qui a fluctué entre 23 et 15,5 au plus bas du marché et qui, avec une moyenne à peu près de 19 des poussières. La valeur d'EBITDA, on est autour d'une moyenne de 9. Si tu peux juste revenir en arrière, Adi, s'il te plaît, parce que là, tu as passé une slide qui est très importante pour moi. Celle-ci, effectivement. Et là, on voit le comportement réellement de l'impact du Covid sur notre marché. Là, si vous voyez avant, il y a une flèche jaune qui descend. Avant la flèche jaune, on était sur une tendance plutôt haussière, ce que je décrivais tout à l'heure. Et on avait le 2 mars, il y avait le premier cas de Covid qui a été déclaré. Et juste avant le 2 mars, on a vu qu'il y a quand même une anticipation à la baisse des investisseurs, une inquiétude qui commence à se manifester, qui était plus liée à la situation internationale qu'au niveau national. On voyait qu'il y avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient rompues. On voyait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement pour des sous-structures marocaines qui voulaient, pour réaliser leurs projets de développement et pour leur consommation régulière. Donc, on voyait qu'il y avait une perturbation internationale qui forcément allait impacter les sociétés marocaines. Et là, il y a un début d'anticipation de baisse. Dès la première date de détection de la maladie, le 2 mars, là, on a connu une chute assez prononcée qui, de mémoire, on n'a jamais vu plus dans notre marché. On est sur une baisse de moins 26% en séance. Donc, en séance, on a fait moins 26%. C'est énorme. On ne s'en rend pas compte. C'est vraiment énorme. Et là, on était en plein annonce de cas qui commençaient à s'accumuler. On avait une inquiétude sur la crise sanitaire, on avait des inquiétudes sur la reprise sur l'activité, sur différents secteurs d'activité. On avait une inquiétude sur le comportement des investisseurs, particulièrement les étrangers, est-ce qu'ils allaient vendre d'une manière massive ou pas. On va voir après un peu comment chaque type d'investisseur s'est comporté durant cette période. Mais on a connu une baisse très prononcée en un seul coup, ça il faut vraiment le signaler. Et on a vu après une reprise, ou ce que je pourrais qualifier d'un rebond, qui peut être un rebond technique, mais qui est aussi alimenté par des informations qui étaient plus ou moins rassurantes. On voyait que la crise était bien gérée au niveau national, qu'on a pu maîtriser un petit peu, en tout cas sur l'aspect sanitaire, la maîtrise était là. Et on voyait qu'il y avait des mesures d'accompagnement qui étaient aussi mises en place par les autorités pour des secteurs, pour les salariés, pour les CNSS, etc. Et ça a commencé à rassurer les gens. Et durant cette période, depuis cette date en fait à la date d'aujourd'hui,
on a connu des hauts et des bas qui bougent, en fait, le marché bouge en fonction des nouvelles qui sont là, que ce soit des nouvelles nationales ou internationales. Ce qui est aussi important à signaler, c'est que depuis le 18 mars, comme je disais, qui était le point le plus bas, on a aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on est à une croissance de 12% de l'indice, ce qui est assez important. On pourrait passer à la slide d'après. Dernier point peut-être aussi à signaler, c'est que cette phase, toute cette phase, ce trimestre-là ou cette période-là, c'est accompagné par beaucoup de volumes. Il y avait une hausse des volumes importants, ce qu'on va voir juste la slide d'après. Si tu peux la projeter, Adi. Là, il y a un peu trop de chiffres, mais je vais aller à l'essentiel. Le plus important à signaler ici, c'est qu'on a un volume qui est en très forte croissance par rapport à la même période l'année dernière. Là, on est sur les 5 premiers mois de l'année. Jusqu'à fin mai, on est à une hausse de 72% du volume action, j'entends. Et on a préféré corriger par les allers-retours. On sait tous que les allers-retours impactent assez fortement notre marché en termes de volumétrie. Et si on le corrige, on est quand même à une hausse de 41% des volumes. C'est assez significatif. Et on voit bien, ce qui est très important, le pic du mois de mars. Alors, on a vu un volume de 13,4 milliards sur un seul mois, dont 500 millions aller-retour, ce qui est très faible. Et donc, il y a 13 milliards quasiment de volume réel réalisé par les investisseurs. On va voir après la ventilation entre les différents investisseurs. Là, on voit que la tendance haussière des volumes a déjà commencé au mois de janvier. C'est plus alimenté par les flux, mais qui s'est accentué en les mois de mars, avril et mai, dû à cet effet de Covid, justement. Ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est le comportement des différents types d'investisseurs. Là, on voit que les OPCVM sont l'investisseur le plus actif. Là, on voit sur les différents mois si vous voulez prendre le mois de mars, par exemple, on est à 4 milliards, presque 5 milliards de volume réalisé par les gérants d'OPCVM. Et en contrepartie, on a les personnes morales marocaines, donc institutionnelles locaux, qui sont aussi les plus actifs sur toute la période. On voit aussi un rebond d'activité des personnes morales étrangères en termes de volume, mais pas exceptionnel. Et les personnes physiques, surtout marocaines, qui reviennent à la charge un petit peu en termes de volumétrie par rapport aux années d'après. On va le voir aussi dans le slide d'après. Je précise juste, si tu peux rester sur cette slide, Adi, s'il te plaît. Je précise juste que pourquoi les données ne sont pas à la même date pour des disponibilités d'informations de data au niveau du marché. Le premier slide, c'est fin mai, on parle que du marché, c'est des données qui sont disponibles. Ce slide, c'est fin avril, parce que c'est la dernière, c'est fin avril, parce que c'est le dernier reporting qu'on a reçu là d'aujourd'hui de la part de l'AMMC qui traite la ventilation des volumes parties d'investisseurs. Et la slide d'après, ça va être au mois de mars parce que on a comparé à mars l'année dernière et on n'a pas la ventilation des volumes du mois d'avril l'année dernière, juste pour que la cohérence d'ensemble soit claire pour tout le monde. Maintenant, il y a un tableau qui est intéressant aussi dans ce slide, c'est le tableau d'en bas à droite, qui est assez intéressant parce que ça montre un peu le comportement position acheteuse nette de chaque type d'investisseur. Et là, si on prend la catégorie OPCVM, on voit bien qu'au mois de janvier, février, ils étaient net acheteurs. Ils avaient acheté 2 milliards en net sur cette période-là. Et mars, avril, ils sont à la vente. Ce qui est assez normal parce que les géants anticipent le comportement de leurs investisseurs. Ils vont alléger peut-être les positions, ils vont faire face à des rachats et donc ils sont obligés d'être dans une situation un peu plus à la vente. Et on voit, à contrario, le comportement des personnes marocaines. Les personnes marocaines étaient plus à la vente au début d'année et ils sont plus acheteurs sur le mois de mars-avril. Là aussi, ça peut se justifier par une réaction un peu normale des investisseurs institutionnels, notamment marocaines justement, qui sont plus sur un horizon très lent. Donc, ils n'ont pas les mêmes contraintes que les gérants et qui voient dans des cours qui ont corrigé de 26% en 2 semaines des opportunités d'achat pour un investissement lent. Après, ce que je n'ai pas précisé, peut-être aussi un point qui est très important dans le comportement du marché durant cette période, c'est les annonces sur le dividende. On a bien vu sur différentes valeurs. Dès qu'il y a une annonce sur un dividende qui va être payé ou un dividende qui ne va pas être payé ou un dividende qui va être réduit, etc., il y a des réactions assez très rapides sur les cours. Et on voit les personnes physiques marocaines, par contre, on voit que janvier, ils étaient net vendeurs. Donc, ils profitaient un peu de la hausse du marché au mois de janvier
sachant que janvier, c'était un mois aussi du marché boursier marocain, qui était un peu plus regardant, plutôt équilibré février et mars, mais qui devient un peu plus acheteur au mois d'avril. Donc là aussi, il y a cet appétit qui revient des personnes physiques, vu les niveaux de prix qui paraissent très intéressants. Les personnes morales étrangères ont des positions nettes vendeuses sur toute la période, mais pas des volumes énormes. Et ça, on va le voir après quand on va voir la ventilation par type d'investisseurs en termes de volumétrie d'un marché. Si tu peux passer à la slide d'après. Là, on voit bien que là, on a pris les volumes trimestre par trimestre pour comparer le premier trimestre de cette année par rapport à 2019. Et on voit que les personnes morales marocaines sont beaucoup plus actives que l'année dernière. Les OPCVM aussi, plus que le double du volume. Et par contre, les personnes morales étrangères sont plus actives, mais pas dans la même proportion. On a une hausse d'à peu près 21% du volume des personnes morales, avec une position nette vendeuse, comme on l'a vu par le passé avant. Les personnes physiques marocaines, par contre, on voit la hausse qui est très significative de leur volume. Ils passent de 856 à 2,3 milliards de volume réalisé cette année. Et même au niveau des réseaux bancaires, on a une hausse qui est assez importante. Ils passent de 200 millions, 230 à 500 et quelques millions de dirhams, 518 millions de dirhams. Ce qui est aussi important, et ça se voit aussi en termes de nombre de transactions réalisées, là on voit que les volumes sur le trimestre, il est en hausse de 38%. Par contre, le nombre d'exécutions sur le marché central, il est en hausse de 60%. Donc, on a une plus forte exécution d'ordre sur ce trimestre-là 2020 par rapport à 2019. C'est ce qui s'explique aussi par le fait que quand le marché quand il y a une tendance qui est assez volatile, les gens prennent des positions assez rapidement. Donc, ils achètent, ils vendent, ils prennent des positions et ça s'exécute plus rapidement. Et on voit que sur le volume trimestriel, je disais le nombre d'ordres maximum, le volume trimestriel a connu une hausse très significative de 147%. Malheureusement, le graphe n'est pas clair quand je vois les rangs derrière part d'investisseurs. Donc, je dis un peu les chiffres très rapidement. Je vais voir après, pendant que nos amis vont prendre la parole, si on peut envoyer des slides un peu plus clairs pour de telle manière à ce que tu puisses mettre à disposition des auditeurs tes graphes avec des indicateurs. Très bien. Mais déjà ici, rapidement, je peux citer 2-3 chiffres. Si on prend les personnes morales marocaines, cette année, ce premier trimestre, ils ont fait 35% du volume globalement, alors que l'année dernière, ils étaient à 28%. Les personnes physiques marocaines, ils sont quasiment au même niveau, même si les volumes ont augmenté, parce que justement, les compagnies sont quasiment au même niveau. Et les personnes morales étrangères, par contre, en termes de proportion, les volumes ont augmenté leur contribution plutôt au volume a baissé cette année. L'année dernière, sur le premier trimestre, les personnes morales étrangères avaient fait 18% du volume global, alors que cette année, ils n'ont fait que 9% du volume global. Donc, ils étaient moins actifs globalement, et cette part a été prise par les OPCV, par les personnes morales marocaines. Et le dernier slide, je terminerai là-dessus, et je reste disposé à répondre aux questions, bien sûr. C'est le comportement par secteur. L'idée ici, c'est juste de dire un peu, de voir comment tous les secteurs sont comportés. Donc, on a pris sur le site La Bourse en ligne les indices sectoriels tels qu'ils sont communiqués par la Bourse de Casa. Et on voit que quasiment tous les secteurs sont à la baisse. Les proportions ne sont pas les mêmes. Et ça reflète clairement l'impact que les gens se font et que l'impact réel, probablement réel, sur plusieurs secteurs. Quand on voit la baisse du secteur des services hôtellerie, par exemple, qui a fait moins 42%. Quand on voit la baisse assez importante aussi du secteur bancaire, qui est à moins 26%. Il y a d'autres secteurs qui ont connu des baisses moins importantes, moins impactées dans les anticipations des investisseurs par le Covid et qui peut-être pourront être, la reprise peut se faire plus rapidement. Voilà. Très bien, on reviendra sur un commentaire tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce panorama assez exhaustif de la situation. Donc, on l'a bien vu, une baisse historique suivie par un rebond que vous avez qualifié de technique pour le moment, peut-être par prudence, où le marché a gagné 12 à 13% jusqu'à présent.
Je vais aussi poser la question à Wissam Berbouchi. Alors pour vous, Wissam, vous regardez les marchés africains dans leur globalité. Le Maroc est une partie de votre classe d'actifs. Est-ce que les autres marchés africains se sont comportés de la même manière? Quel est votre commentaire par rapport aux impacts du Covid-19 sur les marchés actions africains, dans le Maroc, bien entendu? Très bien, bonjour à tous. Écoutez, effectivement, les marchés africains, un peu dans la même dynamique que les marchés matures et le marché marocain particulièrement, ont aussi été à la baisse depuis le début mars, et la baisse s'est accélérée mi-mars avec les mesures d'annonce de confinement et de couvre-feu pour certains marchés qui ont aussi été des éléments d'accélération de baisse des marchés. Hein. Si on prend le cas du Nigeria, par exemple, le premier cas de Covid-19 a été annoncé, alors je n'ai plus la date exacte, mais début mars, dans la journée, le marché perdait 6 ou 7%. Donc il y a quand même une sensibilité très forte des marchés à l'annonce des premiers cas de Covid. Et ces annonces ont entraîné des baisses qui ont été plus ou moins importantes. Les baisses les plus importantes ont surtout été notées sur d'une part les marchés liquides et d'autre part les marchés donc, qui ont été le plus affectés par cette crise du Covid. Si on prend le graphique que vous affichez à l'écran, on voit effectivement que là, c'est les données au vendredi 29 mai, mais que les marchés qui souffrent le plus à ce stade sont le marché égyptien, hein, qui est en baisse de 28% en livre égyptienne au 29 mai. Ensuite, il y a l'île Maurice à moins 25%. On voit le Kenya aussi qui est à moins 18%. Donc des marchés qui sont historiquement des marchés bien identifiés, assez liquides, en tout cas relativement liquides par rapport aux autres marchés africains. Ce qu'on constate, et ça c'est un élément positif qu'on voit dans cette slide, c'est que historiquement les marchés africains souffrent beaucoup de leur expo devise. Et disons que pendant cette crise, en tout cas jusqu'à présent, la plupart des marchés africains ont vu leur devise tenir relativement bien. Alors ça peut être expliqué par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que les réserves des pays africains ont pour la plupart bénéficié des aides internationales, notamment celles du FMI, mais aussi pour certains pays, celles de Proparco, par exemple. Le deuxième élément aussi, c'est qu'il y a eu moins d'importations de biens non alimentaires, et ça aussi, ça a eu un effet positif sur les réserves de la plupart des marchés. Et donc, c'est des éléments qui ont permis à la plupart des bourses africaines de voir la baisse contenue par, en tout cas, un effet de devise qui n'est pas complètement négatif, sauf pour certains marchés. Et on voit notamment l'Afrique du Sud ou l'île Maurice qui ont vu leur devise dévisser un peu plus. Peut-être si tu veux bien, Adil, si on Oui. revenait sur la slide précédente, parce que je pense que c'est aussi important de commenter là des marchés, mais les croissances, en fait, en tout cas les performances boursières des marchés africains sont aussi en particulier à l'évolution des PIB des différents marchés. Et donc on voit que post-Covid, toutes les croissances de PIB africains ont été revues à la baisse. Alors le FMI attend une baisse de moins 0,7% sur l'ensemble du continent, contre 3,2% annoncé en fin d'année dernière, avec toujours des fortes disparités. Hein. On voit des marchés qui sont encore attendus en croissance cette année. Je pense à la Côte d'Ivoire qui est attendue en croissance de 2,7%, à l'Égypte ou à la Tanzanie à 2%, au Ghana ou au Kenya qui sont attendus à plus 1 ou plus 1,5%. Et puis des marchés pour lesquels la baisse a été beaucoup plus importante. Et ces marchés-là, c'est des marchés, encore une fois, qui sont peut-être un peu plus liquides. Je pense à l'île Maurice ou à l'Afrique du Sud, où on est passé d'une croissance, par exemple, attendue à 1,1% initialement, à moins 5,8% pour l'Afrique du Sud. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être aller sur les slides suivantes? Très bien. Voilà. Je Alors, ne sais pas si tu souhaites que je commente tout de suite les éléments de valorisation. Je préfère qu'on revienne sur les éléments de valorisation tout à l'heure. On va passer la parole à Azim Khali avant de revenir parler de ces valorisations et puis d'en profiter également pour parler des différents rebonds techniques qu'on a assistés sur nos marchés africains. Je retrouve mes notes, je suis désolé. Hello Zim. So you are going to talk about some more global elements concerning the macroeconomy. And to start, maybe
we will discuss the actual global slowdown, isn't it? Sure. Yeah, so thanks, Adil. Assalamu alaikum, everyone. So yeah, I'm happy to high level, let's say, share a bit of thoughts on, globally speaking, how we are positioned. So if you share the first slide, I think that this year so far has been, for many reasons, exceptional. I think that's the reality of it. It's like quite an exceptional year in terms of how things are moving. If you think about like the way we are trying to position the macro base to say, okay, there are two stories. One is this period where we are in today, where there is like a deep recession and volatile markets. We've seen a lot of volatility in Q1, where actually we are continuing to see volatility, but potentially volatility going back. So like it's quite a volatile recovery on the other side. I think that the second half of 2020 will be more, people will appreciate more what is happening. People realize more the reality. I always compare it like, if you think about it, when you have an accident, the first period you don't necessarily feel it. You're almost like full of adrenaline. So basically you are still quite in shock. I think that we are like in that phase as we are not sure exactly about what the real pain is, but slowly but surely you're going to see that in the second half of the year, we're going to see, okay, oh my God, it's like a very big thing, and people will understand better the significance of what is happening over the last few months. Because I think, and without sounding too negative, but the reality is what the world has experienced so far is something which is so exceptional and so out of any benchmark that we have received, and it will have a big impact. Now, add to that the fact that we're going to have a number of external factors, including politics. We have elections coming in the US. We have the China-US war, whether it's a cold war, hot war, whatever you want to call it, which is increasingly quite into your face. So there's a lot of things which are going to make the second half 2020, I think, quite painful, at least in terms of volatility and in terms of what's going to happen. And the final thing is like the recovery will be slow, because I think the reality is we are now operating, and some people say that we are operating in certain markets at 60%, 70% of capacity. There are some people who estimate that actually GDP right now is 50% what it should be. But the truth of the matter, even at 5% below capacity, that is already a huge thing. In fact, we have never seen over like a year period anything close to 5% negative GDP growth globally. So that is, let's say, as a macro base, a good summary. Then if you go to the second slide in terms of how that breaks down per region and what is happening, I think the one other thing which is important to highlight is that, in fact, we have been in a slowdown for the last few years. In fact, from 2016, we have seen a slowdown in the global economic activity. So that is something which has been pointed out by many people, but the truth is we only today are maybe realizing it, is that, and this very much linked to this, call it deglobalization or global ongoing tensions that are happening. But we are in a period for already 3 or 4 years of slowdown, and on top of that, we have now this COVID crisis, which is going to, as I said, quite significant. Now, if you look at the various regions, and on the slide on the right, you can see that you can have, we can stay on slide 3. But basically there you can see that on the right hand, you see a graph, which is basically showing, on the gray one is like the GDP growth potential, or correction, depression, and on the other hand also the increase in borrowing in terms of percentage of GDP. So it's very important to highlight this. For example, in the US, the expectation is that GDP will, over the 12 months period, be at -6%, and an increase in terms of borrowing costs at 15%. So basically, that is really quite an important number, and quite a big number. Now, if you compare this, for example, to emerging markets, most emerging markets were able to keep the slowdown to a minimum. So we are talking about a potential recession of -1%. And more importantly, the borrowing costs will be also limited, as typically below 10%. Now, at the right hand completely, you're going to see that basically Africa and frontier markets are quite well positioned. They have slowdowns which are very, very limited. And more importantly, they are not
like the other countries putting this huge increase in debt that we are seeing. So in that sense, frontier markets in Africa and emerging markets in general are actually outperforming developed markets from that perspective point of view. Now, if we go to the next slide, I'd just like to take a step back and look at what the world is today. The coronavirus itself, in terms of the impact that it's had from a health point of view. Now, we are not talking now about the economic impact, but more like the health impact. It's still quite extraordinary to say that Africa specifically, but also frontier markets in Asia, have been able to control this coronavirus quite effectively, much better than developed markets. It's something which is, if you take a step back, and it's really important to highlight this, is that there are not a lot of crises where emerging world is doing so much better than developed markets. Because typically, and I remember, I think all of us were remembering when this coronavirus started, everybody said, oh my God, Africa will be terrible, will be disaster, and so forth. Now, the truth of the matter is, so far, things are doing much better. And, you know, you can look at it from perspective, for example, take a country like Morocco or Tunisia and compare it to, for example, Spain and Italy. To some degree, they are semi-neighbors. You see that really those countries have done much better. In terms of, for example, the deaths per 1 million person, Africa has around 3, North America has 342. So basically, it's like 100 times more deaths per 1 million person, which is, again, quite huge. Similarly, if you look at South America, for example, which, let's say, like a more reasonable benchmark, we still in Africa, we are doing significantly better. And that is something which is very much, it's not because magic or anything, but because of policy. It's not just because we have better hospitals. Actually, we don't. The healthcare system in most African countries and frontier markets is, on emerging markets and Asia, are actually less developed than what we have in the developed world. But typically, early lockdowns, compulsory wearing of masks, and so forth, have allowed these countries to limit the damage, I would say. Now, that is one angle. And then the final angle that I wanted to share is really the interesting story around markets. So basically, we are investors, all of us, in some shape or form, but it's really interesting to see how with the world we are living today. Frontier markets are around 20% down on the year. If you look at emerging markets, are close to 3 or close to 10, sorry. And then if you look at the US, it's close to 0. They have most US markets have almost fully recovered where they started the year, which is quite extraordinary. In terms of forward multiples, S&P 500 has never been this expensive, which is like quite strange if you think about it. We have the worst recession ever. We have a very deep underperformance in terms of economic performance, but the S&P 500 is trading at close to 2.7 times in terms of forward multiples versus 14 markets Africa. They are on 2 times the multiples of frontier markets. They are close to 80% premium versus emerging markets. So, for example, as Rashid mentioned earlier, like we look at the multiples that we have in Morocco, and they have come down 20-30%, but in most S&P 500 actually went up. The valuation multiples have gone up. And if you think about our world, I mean, most frontier markets today are trading at a PE multiple of 8, 9. We have African markets trading at a multiple of 6. So that tells you something about this location that we have in this market. And that is something which I believe personally is will eventually come back. Because the reality is why we are facing this more than anything has to do with liquidity. So the liquidity squeeze that we have seen in the markets, people have, let's say, moved out of EM frontier markets and anything else, move their money back into the US. But what typically that is a cycle, and money will eventually flow back into these markets. That was it from my end. Okay. Thank you, Zin, for this global view. Rachid, je vais revenir vers vous pour commenter ce rebond. On l'a vu, les marchés américains ont récupéré leur plus haut, les valorisations sont extrêmement élevées. Les marchés européens également ont tous connu des rebonds depuis fin mars, début avril. Notre marché, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est dans un rebond technique
assez intéressant. On a gagné quelques 13 à 14% jusqu'à présent. C'est assez frustrant de suivre ça parce qu'on voit que les volumes ne sont pas extrêmement élevés sur ce rebond à la bourse de Casablanca, mais on enchaîne des séances de hausse à plus de 1% de progression, alors que l'information économique qui arrive est plutôt négative, en tout cas mitigée. C'est frustrant. Comment on peut expliquer ce rebond? Est-ce qu'on est dans une inefficience du marché? Est-ce que les opérateurs n'ont pas compris que l'accident est grave, comme l'a expliqué Zine tout à l'heure? Ils ne se rendent pas compte de l'importance du choc? La question très pertinente. Et difficile. En fait, très difficile. En fait, ce qu'il faut revenir, c'est un peu aux fondamentaux de notre marché. Zine vient de le dire, on est dans un marché, même si les PE ont corrigé, on est toujours dans des marchés où les PE sont relativement élevés par rapport à nos comparables africains ou frontier market particulièrement. C'est propre à notre physionomie de marché. On est dans un marché qui est assez fermé par rapport aux émissions étrangères. On l'a vu tout à l'heure, ça représentait sur le premier trimestre 9% du volume global, ce qui n'est pas énorme. Il est dominé par des opérateurs locaux, institutionnels, très forts, très présents, et qui correspond à une stratégie qui est une stratégie plus long-termiste. Donc forcément, avec une stratégie de buy and hold, qui fait qu'ils peuvent détenir des positions sur du très long terme. Il y a aussi une autre, je dirais un autre aspect qu'il faut signaler de notre marché, c'est que les opportunités d'investissement n'existent pas. Il n'y a pas beaucoup de diversification possible. On a un marché de taux, on a un marché qui est naissant des OPCI, par exemple. Il y a de la diversification qui vient, il y a de nouveaux marchés qui se créent. Mais là, aujourd'hui, il y a deux grandes composantes, c'est le marché action et le marché de taux. Maintenant, est-ce que les gens n'ont pas compris que c'est une vraie crise? Moi, je pense que si, parce que, comme je disais tout à l'heure, de mémoire, et je pense historiquement parlant, on n'a jamais connu une baisse aussi prononcée, encore moins en si peu de séances. En 11 séances, vous imaginez ce que ça veut dire. En séance, on a fait du moins 26, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience claire qu'il y a des impacts. Maintenant, bien malin celui qui aura la bonne information ou la bonne anticipation pour savoir quelles sont les valeurs qui vont sortir le mieux, celles qui vont en pâtir plus. Bien sûr, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions, et je pense que les analystes au niveau de la place ou les gérants au niveau de la place se posent énormément de questions. On sait tous que cette crise, c'est une crise d'offres et de demande des deux côtés, ce qui est assez particulier au niveau international. Généralement, on a une crise d'offres ou on a une crise de demande. Là, on a les deux compositions. Donc, ce qui fait que les prix d'équilibre vont complètement changer. On sait que le monde de demain va être différent de ce qu'on a vécu avant, parce qu'il y a des dispositions qui vont être là sur le court moyen terme, quand chaque société doit être en place. On le voit nous-mêmes au niveau de notre propre structure. Il y a des coûts additionnels qui sont là, qu'on va supporter, pour probablement moins de chiffre d'affaires, donc il y a un impact réel. Il y a des aspects de comportement de clients, de consommation qui peut-être vont changer sur du moyen long terme. Et je pense que personne ne peut vraiment anticiper aujourd'hui dans quel sens tout ça va aller. Donc maintenant, est-ce que les rebonds se justifient? Bon, je pense que oui, c'est un peu naturel. Dès que les marchés corrigent de manière assez forte, et d'ailleurs on l'a vu au niveau international, si vous voyez les graphiques ou si vous suivez les comportements des différents marchés, des plus matures, des plus efficients au moins liquides. Globalement, on a un comportement qui est assez similaire. On a eu des corrections très fortes avec des petits rebonds qui sont là liés à des informations. Quand la Banque centrale européenne ou quand la Fed ou quand les États-Unis annoncent des plans de sauvetage à coût de milliards, de trillions de milliards de dollars, d'euros, les marchés rebondissent. Dès qu'il y a une annonce d'une société qui ne réalise pas de bons résultats ou d'anticipation, disons que la normale, on va y revenir peut-être à des niveaux normatifs en 2021. Donc là, le marché, il y a un petit coup de froid. Et c'est un peu ce qu'on a vu aussi chez Noma. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a vécu une période, on est dans cette période d'assez forte volatilité qu'on ne connaît pas habituellement. Il est vrai aussi, c'est important, tu l'as dit, et c'est vrai, c'est important de signaler, de marquer encore plus, c'est que cette phase de hausse des 12%, c'est faite avec relativement peu de volume. Et là, encore une fois, on revient aux fondamentaux de notre marché qui sont qu'on n'a pas beaucoup de flottants, les flottants ne sont pas importants et que la liquidité en pâtit. Donc effectivement, quand il y a des mouvements de hausse, tout le monde achète au même moment, tout le monde achète les mêmes valeurs.
et forcément, il y a moins de liquidité en face. Et l'inverse aussi est valable. Mais encore une fois, je conclurai là-dessus. Je pense que c'est très compliqué dans ce contexte particulier d'anticiper comment le marché, comment les valeurs plutôt, comment les secteurs vont se comporter. On n'a pas d'idée précise de la relance. On sait tous que la relance va être très lente. On sait tous que les finances de l'État, que ce soit marocain ou international, vont pâtir. On a vu des anticipations récentes de la France, par exemple, qui annonce un déficit cette année qui va dépasser 11%. On est très loin des normes de 3,5, etc. Donc, toutes les situations, tous les équilibres qu'on connaît, qu'on a l'habitude avec quoi on a l'habitude de vivre, changent. Donc, le paradigme change, ou les paradigmes changent. Là, on est en face d'une nouvelle réalité et on a du mal à apprécier cette réalité. Et tant qu'on n'a pas une visibilité claire sur l'avenir, sur les mesures qui vont être mises en place pour accompagner tel secteur, telle société, je pense qu'on va vivre une période de volatilité forte, assez inhabituelle dans notre marché marocain. Très bien. Avant de vous passer la parole, Wissam, pour nous donner votre commentaire, je voudrais juste rappeler aux internautes qui suivent le direct qu'ils peuvent poser des questions. On en a reçu quelques-unes que je poserai tout à l'heure à nos intervenants. Mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le site de CDG Capital pour que nous puissions avoir un échange tout à l'heure et qui va démarrer dans quelques minutes. Alors, Wissam, pour vous, ce rebond sur les marchés, d'abord, est-ce que vous le constatez sur tous les marchés africains? Quel est votre commentaire, votre explication de cette hausse? Est-ce qu'elle est justifiée pour vous en vue justement des valorisations actuelles? Votre micro, le micro, Wissam, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Vous m'entendez? Oui, pardon. Il y a plusieurs éléments qui expliquent cette hausse et je rejoins le message qui est communiqué par Rachid sur le court terme, en tout cas sur ces hausses. Moi, je pourrais peut-être ajouter un ou deux éléments là-dessus. Je pense qu'il y a ce syndrome aussi qu'on voit dans beaucoup de pays, beaucoup de marchés matures, ce syndrome du FOMO et du TINA, vous savez, le fear of missing out ou le there is no alternative. C'est-à-dire que quand même beaucoup d'acteurs, personnes physiques ou personnes morales, qui se disent, et peut-être beaucoup qui ont même vécu des crises précédentes, hein, parce que finalement pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui, la crise de 2008, elle n'est pas si loin, et ils se disent juste, peut-être s'ils se remémorent mars 2009, ils se disent juste, en mars 2009, j'attendais peut-être avril 2009 ou mai 2009, et puis finalement, le train est passé et j'y suis pas allé. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont ce sentiment de toute façon, on ne touchera peut-être pas le point bas, mais aujourd'hui, on est sur un niveau qui est historiquement bas et qui a un niveau d'opportunité pour acheter. Le deuxième élément, donc ce TINA, hein, there is no alternative, c'est peut-être aussi en lien avec aussi les baisses de taux qu'on constate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les rendements obligataires, et pas seulement au Maroc, hein, on constate que les rendements obligataires baissent dans quasiment tous les marchés africains. Hein. L'Égypte a annoncé des baisses de taux au début de la crise, la Tunisie l'a fait également, l'Afrique du Sud l'a également fait. Et donc, pour beaucoup d'acteurs qui sont notamment investis dans des marchés, qui gèrent des fonds diversifiés, l'allocation obligataire equity, parfois, va à l'avantage de l'equity. Vous mettez aussi ce slide hein, sur les multiples de valorisation. Et c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, c'est un élément clé hein, de nos choix d'investissement. Regarder les multiples de valorisation et comprendre en fait la manière dont les entreprises sont gérées. On voit que dans la plupart des marchés africains aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui sont bas et plus bas que les niveaux normatifs. Hein. Donc, c'est vrai que certains marchés comme le Maroc qui traite à 20-21 fois historiquement, traite aujourd'hui à 16-16,5. Vous voyez aussi des décotes assez importantes sur des marchés comme le Nigeria, sur le marché égyptien, sur le marché tunisien également. Et donc, ça aussi, ce sont des éléments qui permettent aujourd'hui aux investisseurs, dans leur choix d'investissement, de se dire rentrer aujourd'hui sur les marchés actions avec une vision long terme permettra à un moment donné de retrouver des niveaux normatifs et peut-être même de retrouver des niveaux supérieurs au niveau historique. Voilà. Très bien. Je passe à Zine. Alors, j'arrête juste la vidéo. Okay, Zine, so you explained that American markets are relatively high, and in parallel, we see weakening of USD. So what do you think? Do you think it's tunable now? Yeah, I think
if you look at those two things are a bit interrelated. So first, we have this huge dislocation in the US markets, which is trading at record high in terms of multiples. So as we highlighted and to a certain degree, Rashid and we mentioned the same thing, is that most of the frontier markets, African markets, are trading as a far lower multiple versus historical levels. In the US, we are completely the other way around. And it has to do, among others, by the strength of the dollar. So basically, typically in cycles where people are, where the dollar is appreciating, you see flows coming out of emerging and frontier markets in Africa into the US capital markets in general. Now, if you look at the slide here, is that typically when you have a cycle where the dollar has reached a high or emerging markets have reached a low, typically starts to become a long cycle of outperformance. So if you look at this slide, for example, where we see the JP Morgan Emerging Markets Index, a currency index is a pure currency index. Today, emerging markets currencies have never traded this cheap. And we see the same thing in terms of, like, for example, Nigeria or Kenya or Egypt for that matter. And this is across the board also in countries like Brazil and so forth. So basically, we believe that the dollar has reached its peak, that the EM currencies have reached its lows, and typically that means a long cycle, a start of a long cycle for appreciation. And you see that's already in the slide, is that, for example, in 2002, 2003, we had the same thing where emerging markets start to outperform quite significantly. It was one of the best cycles that we have ever seen, is that when EM currencies reached their lows in 2002. We had a similar picture in 2008 crisis, and we have a similar picture in 2015. So every time the currencies, EM currencies are reaching a lows and the dollar reaches a high, it's typically the period to start to allocate to emerging markets and frontier markets in Africa. Now, that is what we're gonna see to a certain degree. And if you think about it, just to make it simple, is that if you have like a market like Morocco, which is again, one of the more expensive markets, but they are trading at 20-30% discount versus historical levels. Now, it means that you have a nice potential uptick that you have it. In other countries, we have discounts of 50-60%. So imagine what that means. So if you, for example, move from a PE level of 6 to a PE level of 12, that means like 100% potential increase. And those are the realities which we are facing today, is that there is a huge dislocation in certain markets, and the dollar is one of the biggest catalysts going forward. Now, then you ask yourself, what will drive this potential weakening of the dollar? What will, and the main two drivers is, one is really the current interest rates and the earnings yields. So earnings yields, for example, the S&P 500 is 4%, is the lowest ever. Earnings yields is the inverse of the PE ratio. Now, of course, everybody knows where interest rates right now are in the US. Interest rates in the US will stay for a long period of time low. For one simple reason, the US will not be able to handle significantly higher interest rates. It's almost impossible. The debt is too high. You know, it will be suicide to increase interest rate. So those two factors will drive a weakening of the dollar and should drive a return of capital to emerging markets and frontier markets. Ok, thank you, Zine. On a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'anticiper sur certaines questions d'internautes. On les remercie d'ailleurs au passage pour le suivi du webinaire jusqu'à présent. Ces questions-là, vous vous y attendez sans doute. On nous demande, par exemple, quelles sont les perspectives, quels sont les scénarios possibles, à quoi faut-il attendre? Est-ce que le point bas qu'on a atteint en mars, par exemple, sur les marchés africains et le marché marocain surtout, sont des points bas durables? Quelles sont les thématiques d'avenir qu'il faut jouer? Peut-être poser la question à Rachid ou Tariad, je ne vous laisse pas le temps de réfléchir avant de passer à Wissam aussi pour nous parler de ses thématiques préférées. Donc pour vous, quels sont les scénarios potentiels? Qu'est-ce qu'il faut regarder? À quoi il faut s'attendre? Je sais qu'anticiper dans ce contexte est extrêmement difficile, mais quels sont les points chauds à regarder? Les points chauds, il y en a plusieurs en fait. Le premier, je dirais, c'est déjà quelle serait la réaction de l'État. Aujourd'hui, on a très bien géré la crise sanitaire, on a très bien géré la crise, j'allais dire entre guillemets, sociale qui allait s'accompagner avec cette crise sanitaire. Beaucoup d'efforts ont été déployés, beaucoup d'énergie, énormément d'anticipation, énormément de vision, une très bonne vision des choses. Et ça, franchement, je pense que ça a été un exemple cité par ailleurs au niveau international, reconnu à l'international.
Mais maintenant, le plus dur nous attend. Le plus dur, c'est l'avenir. C'est qu'est-ce qui va se passer demain, à partir du 10 juin, même à partir d'aujourd'hui. Des sociétés, des pans de l'économie vont se redéployer. Les industries vont commencer à travailler. La FFDM a été très active sur ces sujets-là. Les autorités, d'une manière générale, chacun dans son secteur fait du maximum. Mais réellement aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas encore une visibilité claire sur ce qui va se passer. On ne sait pas exactement comment on va accompagner le tourisme pour sortir de cette crise qui est là, inéluctable. Il est clair que le tourisme particulièrement, je parle des secteurs qui vont plus pâtir, il y a le tourisme, il y a l'aérien, ces secteurs qui vont pâtir d'une manière beaucoup plus forte. Maintenant, les autres secteurs, si on prend l'immobilier, est-ce que la reprise va être là? En fait, l'immobilier était déjà en crise avant le Covid. Là, il y a une accélération. Quelles seraient les mesures qui vont être mises en place de telle manière à ce que la reprise, ça peut être une occasion pour faire un vrai rebond, pour reprendre un petit peu l'activité. Mais aujourd'hui, il y a des discussions, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas cette visibilité aujourd'hui. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et c'est valable un peu dans tous les secteurs. Ce qui est important à signaler aussi, c'est qu'on a des fondamentaux qui sont très forts. On a des régulateurs qui sont forts, qui sont la Banque centrale, la EMC, la CAF, etc., qui arrivent à bien juguler ce qui se passe au niveau de différents intervenants, au niveau de chaque métier de la finance, des bancaires, des assurances. Donc, on a une solidité des finances de l'État, même s'ils sont sollicités très fortement. Il y a le fonds Covid qui permet d'aider, d'autres fonds, Hassan II, etc., qui permettent d'aider, d'alimenter un petit peu et d'accompagner dans cette phase critique pour les finances de l'État. Il y a des idées ou beaucoup d'initiatives pour sortir un peu des sentiers battus et aller vers des produits innovants qui permettent de financer et de un, le Trésor et de deux, les sociétés, particulièrement les PME. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, qui sont assez rassurantes. On pense, on est convaincu. Personnellement, je pense qu'on sortira plus renforcé de cette crise. Maintenant, la vraie question, c'est quand? Est-ce qu'on va sortir plus renforcé dans un délai de 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Quel est le délai d'implémentation? Et comment on va allouer tous ces efforts-là, ces énergies-là? Et là, c'est vraiment difficile. On n'a pas une idée claire aujourd'hui sur ces aspects-là. Et ça, je pense que c'est important de le faire assez rapidement. Je sais qu'il y a des approches sectorielles qui sont en cours de mise en place, mais il faudrait qu'il y ait des annonces précises et concrètes. On le voit à l'international, on voit des États annoncer des plans de relance de tel secteur, des prix de participation ou des garanties sur des sociétés pour garantir qu'il y a le contenu de l'activité, etc. Aujourd'hui, on n'a pas encore ce type d'annonce. Et je pense que les On perd un tout petit peu la connexion avec Riyad sont en attente. C'est bon, c'est revenu. Ah, désolé. Très bien, allez-y, continuez. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Non, on a perdu la toute dernière phrase. Donc D'accord, je disais juste que les opérateurs ou les investisseurs attendent en fait un peu plus de visibilité de la part des autorités pour la relance de chaque secteur. Mais il est clair que pour répondre à la question est-ce qu'on est au plus bas, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait, encore une fois. Et n'oublions pas une chose qui me paraît aussi importante à intégrer dans nos esprits, c'est on parle de deuxième vague, on parle de crise qui va durer, etc. On ne sait pas. On n'a pas de visibilité là-dessus. On voit bien comment ça s'est passé à l'international. On a eu des morts par milliers chaque jour. Là, aujourd'hui, en Europe, ça se calme. On pense que presque un retour à la normale. Est-ce que c'est l'été qui fait cet effet-là? Est-ce que c'est la chaleur qui fait cet effet-là? Est-ce que ça va revenir au mois de septembre? Est-ce que ça va être quelque chose de similaire à ce qu'on a connu par le passé, la grippe aviaire, H1N1, etc. les questions restent beaucoup d'incertitudes. Oui. Voilà. Alors justement, Wissam, en tant que gérant, vous, les incertitudes, c'est peut-être un point d'opportunité pour rentrer dans le marché et profiter peut-être de la volatilité ou de la faiblesse de la volatilité, vous nous direz. Mais en tout cas, pour vous, aujourd'hui, quelles sont les thématiques qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut regarder de près? Alors, peut-être dans la continuité du message de Rachid, c'est vrai que moi, je dirais déjà que dans la phase où on était plein dans le Covid, le premier élément, c'est que ce sont plutôt les entreprises qui sont exposées au secteur de la consommation de base et qui ont des bilans relativement solides, hein, qui ont bien tenu. Donc, bilan solide, c'est une trésorerie nette positive,
peu d'intangibles, peu de goodwill au bilan. Donc ça, c'est vraiment les acteurs qui ont bien tenu, voire surperformé pendant ces deux derniers mois. Maintenant, effectivement, la question, c'est de savoir comment ça va se passer post-Covid, quel est le coup d'après, avec toutes les incertitudes qui existent. Notre rôle aussi, c'est d'essayer d'intégrer ces incertitudes dans nos choix d'investissement. Disons qu'il y a quelques tendances quand même qui se dessinent. Les tendances intuitives qui se dessinent, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui peut-être en l'espace de 2 mois ont gagné 2 ans ou 3 ans dans leur développement. Je pense à la distribution moderne, par exemple, qui a beaucoup bénéficié de cette situation-là dans des pays, et pas que le Maroc, où la distribution moderne a des taux de pénétration de 10 ou 15% et qui, en l'espace de 2 mois, a vu certaines habitudes de consommation changer de manière significative, avec des acteurs qui ne fréquentaient pas la distribution moderne et qui désormais la fréquentent. Je pense aussi qu'on évolue dans un monde ou vers un monde cashless, avec de moins en moins de cash. Et donc, les acteurs qui aujourd'hui sont positionnés dans des environnements où ils peuvent bénéficier de cette disparition progressive du cash par la dématérialisation, vont en bénéficier. Certains acteurs des télécommunications aussi vont probablement bénéficier sur le long terme de ce qui se passe aujourd'hui. Et l'exemple que nous vivons aujourd'hui avec un webinar est assez représentatif. Sans data, il ne peut pas y avoir de conférences comme celle que nous vivons actuellement. Et puis après, peut-être sur un horizon plus moyen-long terme, je pense qu'il y a certains secteurs qui ont été à un moment donné perçus comme des secteurs complètement touchés très négativement par cette crise du Covid-19, mais qui vont sur le moyen long terme rebondir, notamment grâce à des plans de relance. Je pense au secteur de l'infrastructure qui va nécessairement rebondir post-crise, que c'est un secteur qui crée de l'emploi et c'est un secteur qui a beaucoup d'investissements. Donc, je pense que dans les plans de relance, le secteur de l'infrastructure va être un secteur qui sera soutenu. Et puis, vous voyez là dans cette slide, peut-être plus en rapport avec les principales thématiques, si on se met plus en perspective et si on voit un horizon plus long terme, je pense que parmi les éléments que vous voyez, émergence de la classe moyenne, investir dans des leaders, dans l'expansion régionale ou retour à la normale, je pense que le retour à la normale est un élément vraiment important. Encore une fois, quand est-ce que ce retour à la normale va avoir lieu, ça on ne sait pas. Mais fondamentalement, les activités des entreprises n'ont pas, pour la plupart, complètement changé. Alors, il y a des petits acteurs peut-être qui ont perdu des parts de marché, d'autres qui en ont gagné. Il y aura évidemment des gagnants et des perdants. Il y aura peut-être ce qu'on appelle même des winner takes it all, c'est-à-dire que peut-être des leaders vont complètement imposer leur part de marché sur certains segments. Mais disons que vous voyez que pour nous, en tout cas, investisseurs, les thématiques qui nous intéressent avant la crise sont des thématiques qui nous intéressent toujours et on continue de regarder ces entreprises qui vont bénéficier de l'émergence de la classe moyenne à travers des évolutions dans leurs habitudes de consommation. Vous voyez des sociétés comme Enterprise Group, c'est une société dans l'assurance au Ghana qui bénéficie en fait de l'évolution de l'assurance vie parce que les citoyens du Ghana épargnent de plus en plus. Vous voyez des acteurs comme Oriental Rivers, qui est un acteur spécialisé dans les tapis, qui est leader mondial du tapis industriel, qui redémarrera aussi quand le monde de l'infrastructure va repartir. Des acteurs dans la thématique de l'expansion régionale, je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent HPS. Je parlais du cashless et de la digitalisation de l'économie et ils en bénéficient énormément. Unimed dans le secteur de la pharma également. Et puis retour à la normale, nous on aime bien une société tunisienne qui s'appelle Eurocycle, qui est spécialisée dans les vélos. Et il y a non seulement un retour à la normale parce que c'est une société qui a beaucoup souffert de la baisse de la demande post-Covid et qui aujourd'hui voit la demande complètement explosée avec des habitudes de consommation qui changent parce que beaucoup d'opérateurs décident d'aller travailler en vélo, particulièrement même en vélo électrique, plutôt que de prendre leur voiture ou les transports en commun. Donc, je pense qu'effectivement, cette crise-là a eu un impact significatif peut-être sur la manière dont les gens pouvaient utiliser certains outils qui leur étaient à disposition et qui sont en rapport avec la distribution, le cash, les vélos, ce que vous voulez. Et à la fin de la journée, on ne reviendra peut-être pas dans un monde normal, mais on finira par tendre vers ce monde avec des évolutions qui feront quand même que peut-être dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, cette crise du Covid-19 ne sera qu'un lointain souvenir. Voilà. OK. Je vois ici qu'il y a d'autres valeurs ici que vous citez. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous souhaitez en parler encore?
Peut-être 2 mots, alors ça dépend du temps qu'on a, mais c'est vrai que dans les longs trends africains qui nous intéressent également particulièrement et qui sont aussi dans la continuité de ce que nous vivons, hein, le secteur de l'assurance, c'est clairement un secteur que nous on regarde et qu'on a toujours regardé depuis le début parce que les taux de pénétration sont très faibles si on les compare au taux de pénétration des marchés matures. Dans beaucoup de pays, le secteur de l'assurance a des taux de pénétration qui sont inférieurs à 1%. Là, je vous mets l'exemple d'une société nigérienne qui s'appelle AXA Mansard, qui est détenue en partie par le groupe AXA, qui est une société qui a plus que de 2/3 de son exposition dans le secteur de la vie et de la santé, avec des retours sur fonds propres qui sont très intéressants. Les infrastructures, beaucoup de nos auditeurs, je pense, connaissent la société Jet Contractors. C'est une société qu'on connaît bien et qui, pour nous aussi, a eu une histoire particulière puisque le modèle a changé. Hein. C'était initialement un spécialiste de la façade et de la charpente et c'est devenu un acteur du tout corps d'État. Et c'est un acteur qui, pendant cette crise du Covid-19, bien évidemment a souffert, hein, comme l'ensemble des acteurs exposés à cette crise, mais qui a quand même dans son portefeuille la moitié de son expo qui est une expo au secteur public. Et cette expo-là tient aujourd'hui et qui a vu son carnet de commandes croître de manière significative, puisque sur la fin du premier trimestre, il était à 2,2 milliards de dirhams contre 1,9 à la fin de l'année dernière. Et puis une société tunisienne dans le secteur de la consommation, qu'on aime vraiment beaucoup, qui s'appelle SAH Fila, société qui est leader tunisien des produits hygiéniques, donc couche bébé, serviettes hygiéniques, essuie-tout. Et c'est une société qui est leader de ce marché-là en Tunisie et qui, en l'espace d'1 an, est également devenue leader des détergents, parce qu'ils ont lancé une activité détergent au milieu d'année dernière. Et c'est une activité qui fonctionne très bien et qui aujourd'hui permet au groupe d'attendre un résultat net qui devrait croître d'au moins 50% cette année. Donc, c'est aussi une société qu'on aime beaucoup. Si vous regardez, et ça, c'est aussi un élément très important, les niveaux de valorisation, hein, ces sociétés-là sont aujourd'hui sur des niveaux qui sont très, très faibles. Hein, 5,6 fois les résultats pour Mansard, 5 fois les résultats pour Jet Contractors, ce qui est probablement avec RDS, Résidence d'Al Saad, une des sociétés les moins chères de la place marocaine. Et puis SAH Lila, qui vaut aujourd'hui 15 fois les résultats, alors que des acteurs comme Procter & Gamble ou Unilever sont plutôt à 20-25 fois. Voilà. Donc vraiment, nous, on reste convaincus qu'il est important de rester proche des entreprises. À titre d'information, pendant cette période de 1 mois et demi, moi, à Casablanca, j'ai rencontré, en tout cas par visioconférence, par téléphone, près d'une trentaine de sociétés. Et si on ajoute les sociétés africaines, j'en ai rencontré peut-être une 60aine. Et donc, là aussi, les discours sont très différents. C'est-à-dire que certaines entreprises, dès le début de la crise, ont parlé de plans de continuité, d'éventuels licenciements, d'adaptation forte et rapide à ce qui se passe. D'autres ont vécu la crise peut-être avec plus de facilité, encore une fois, parce que quand on a de la trésorerie et qu'on est exposé à des secteurs de la consommation de base, c'est plus facile. Et puis, le temps est passé et les entreprises se sont ajustées. Et on voit aujourd'hui que la plupart des entreprises, même si ça reste difficile, hein, le discours reste, nous traversons une période très compliquée, on sent que ces entreprises-là continuent de travailler et survivront à ce que nous sommes en train de vivre et sortiront probablement plus fortes que celles qu'elles étaient avant la crise. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce panorama. Ok, Zine, a question from a portfolio manager. Which sectors you think could benefit the most from this crisis and the ones that have the most to lose, in your opinion? I think the sector which will really benefit the most from this, call it cashless or developing more, is the tech sector and technology and telecom specifically. The telecom sector is really one of the sectors which will continue to develop well as for both technologies and also for all the mobile payments. So basically that's one sector which is a focus and something which will continue to develop. And then we have in some countries, and very few examples, but Morocco is one of them, where you have like tech companies, offshoring companies, so that should also do well. But more broadly, I mean, if you want to look at the broader sectors, really the debate is really around financial services companies. That's really one of very hot discussion. Some people say that sector will really feel the pain because of NPLs and because of more challenges at the bottom-up level in companies. I'm in the camp to say that actually banking is a sector which should actually benefit midterm and long term, because there is so much
potential for that sector to grow. You have, whether it's on the corporate side or also on the sector on the below, like on the corporate side and on the bottom up side. So you have consumer lending, you have kind of grow further as governments continue to increase their investments. You're going to see that their lower interest rate, lower inflation should be also positive for financial services companies. So basically, if we want to summarize, those are two sectors which should build up. And then in terms of like the more complex sectors to really highlight is when will return to normalcy in sectors like real estate and construction and so forth. When that happens, obviously, it should be a net positive. I think globally speaking, we will see more investments in CapEx and infrastructure. So that should eventually be a positive for example, cement companies. But at the same time, we have capacity, too much capacity in most cement sectors in Africa. So that should, others maybe a positive, it's more like a tactical positive more than a long-term positive, because we still have to cover capacity. But the broad thing is really, I think that the story is going to be less around sectors, but more around when will the market return to its normal levels? That's really where we are right now. I think that there will be a beta across sectors. So it's not, I don't expect that there will be a situation where certain sectors will do much better than others, because the correction has been very deep across sectors. It's not that, very few examples of companies who have held up better than others. In fact, a lot of companies have corrected quite significantly. And the ones that have the most positive type of story, macro story, have not corrected that much. If you have a payments company, they have held up quite well. So basically, the price already reflects almost the long-term potential. A supermarket company has not corrected that massively, versus a real estate company has already corrected that. So basically, you always need to look at the valuations. And from what I see, at least, is that the valuations today across sectors reflect very much the reality of what we're going to see in the future. Okay, thank you. Another question for you, Zine. Are you seeing inflows or outflows for Africa, and what should African countries do to take advantage of this exceptional situation and attract international investors and focus on Morocco, for example? Yeah, so I think the harsh reality, and there's no other way to say it, is that there have been outflows, steep outflows. And if you look at across the markets, we look at equities, fixed income, private equity, FDI, even beyond financial services, like things like trading and tourism. So there have been deep outflows. Now, the question is what happens next? And the truth of it, and I think the strategy that Morocco has been following and other African countries similarly, whether it's Tunisia or Nigeria or whatever, is like safety first. So let's protect the health of our people first, rationalize it and move from there. And I think that's going to be a very, very big positive. So as long as we don't have a crisis, we should be able to recover faster. And you're going to see that the world will realize Africa has actually done relatively well. Once that realization starts to be in the minds of people, you're going to see a return to form. And that is really the most important. It's like to communicate on this when there's a comment. The other thing which is, I think, quite important too, is that how Africa will trade more with itself and invest more in itself. So you have a regionalization story, which is very, very important. So I think that Africa will come out more integrated post this crisis, because everybody is realizing that we need each other more. And the final thing is I think that the link to Europe should be strengthened. Because as you all see, is that Europe, there's tremendous of flows of investments and support of the European economies. So that is there are some tension, obviously. I mean, as we see, like in France versus Morocco, should Renault invest more in France or whatever? But those I personally see those are like more short-term things. Europe and Africa will eventually do more business together, because I think both of them will realize that they need each other more. So that would be also a key building block of the story. And the final thing, and that is something which I truly believe is important, is that a lot of countries and governments in Africa are realizing the importance of the local economy, is that
they need to invest more into whether in infrastructure or in sectors or things like education and healthcare. So that is something which is a net positive. I think there are a lot of positives that we can build on going forward from here. OK, thank you. Wissam, peut-être la question se pose également pour vous. En tout cas, il y a un internaute qui souhaite la poser à vous. Les États africains et les marchés africains perdent un peu l'avantage qu'ils avaient avec les taux élevés pour attirer et garder des investisseurs étrangers. On perd un tout petit peu l'avantage, mais on reste quand même bien plus rentable avec des rendements bien plus élevés par rapport à d'autres marchés. Mais pour vous, durablement, que doivent faire les États africains, le Maroc notamment, pour garder des flux étrangers sur les marchés, sur nos marchés africains? Alors déjà, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, hein, la plupart des pays africains ont annoncé des baisses de taux. Mais si on regarde les taux dans l'absolu, on reste quand même sur des niveaux qui sont très élevés par rapport au marché mature, hein. On est sur des niveaux proches de zéro, voire négatifs sur du 10 ans sur certains marchés en Europe ou aux États-Unis. En Égypte, aujourd'hui, on est à du 9,25. Hein, donc, après avoir baissé les taux de 300 points de base cette année, on était à 12,25 en fin d'année dernière. En Tunisie, on est à 6,75. Au Maroc, on est à 2 aujourd'hui. En Afrique du Sud, on est à 5,25. Donc, malgré les baisses de taux qui ont eu lieu, on reste quand même dans un univers de taux qui reste relativement élevé par rapport aux économies. Ce qu'on n'a peut-être pas aussi mentionné par rapport peut-être à ce qui a été dit notamment par Zine sur les multiples, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, les opérateurs des marchés matures voient un S&P qui traite à 24 fois alors que sa moyenne historique est autour de 19 fois, un CAC 40 qui traite à 18,5 ou 19 fois versus une moyenne historique à 16 fois, et quasiment tous les marchés africains qui aujourd'hui sont sur des multiples de PE qui sont inférieurs à leur moyenne historique. Donc ça aussi, c'est un élément qui, de mon point de vue, a vocation à attirer en fait certains investisseurs qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'alternatives. Et c'est vrai que quand on voit effectivement des marchés comme le marché américain qui est sur des niveaux identiques à ceux de l'année dernière alors que le monde a complètement changé, on peut se poser des questions et ces opérateurs-là finiront, de mon point de vue, par se dire il y a d'autres territoires d'investissement et le territoire africain en fait partie. Un autre élément qu'on n'a peut-être pas évoqué sur la vie des entreprises, hein, c'est-à-dire que on n'a pas parlé, par exemple, de la baisse du baril, qui est un élément important pour certains marchés, pour certaines entreprises hein, qui utilisent le fuel dans leur industrie. Donc ça, c'est un élément important qui probablement aussi va apporter un peu d'air frais pour les marges opérationnelles. Mais si on descend un peu plus dans le compte de résultat, le fait que les taux baissent, et ça rejoint peut-être un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était dans une première phase où ce qui tient, c'est la conso de base et les entreprises qui ont du cash. On va probablement rentrer dans une deuxième phase où ça va être plutôt les entreprises cycliques avec des bilans un peu plus endettés qui vont apparaître un peu plus sous le feu des projecteurs. Et clairement, les entreprises qui ont des frais financiers vont voir les frais financiers baisser automatiquement avec la baisse des taux. Et je pense que sur le court terme, on va avoir les T2 qui vont évidemment pas être des T2 extraordinaires, mais qui vont là aussi de donner peut-être un peu le ton. Hein. On va se dire, tiens, on s'attendait à ce que cette entreprise-là souffre plus, finalement, elle tient un peu plus, ou inversement. Et puis après les T2, on aura les messages des entreprises qui nous diront le pire est derrière nous. Et puis voilà, le T3 arrive, le T4 arrive, et ça redonnera probablement beaucoup de souffle au marché boursier. Ou en fait, il y a de nouveau des cas de Covid, de nouveau du confinement, et en fait, on rentre dans un nouveau cycle qui sera probablement un cycle compliqué. Mais moi, je suis relativement optimiste par rapport à ça, et j'ai quand même le sentiment que le point bas sera atteint avec les résultats du deuxième trimestre, et qu'à partir du troisième trimestre et les résultats du quatrième trimestre, on reviendra assez rapidement à une normale. Voilà. Très, très bien, Wissam. Je suis désolé de vous couper. On a énormément de questions. Les gens veulent vous faire réagir sur plusieurs points, alors on va y aller très rapidement. En tant que gérant, comment vous réagissez à la suspension des dividendes des entreprises, notamment dans le secteur bancaire ou celles qui ont abaissé leurs dividendes? Est-ce que vous le voyez du côté positif, bon, père de famille, on garde du cash pour faire face à l'avenir, c'est très bien, ou est-ce que pour vous, c'est un manque à gagner, vous avez envie de vendre pour passer à autre chose? Alors, c'est une question difficile, hein, parce que moi, en tant qu'investisseur, disons que j'ai toujours accordé plus d'importance aux entreprises en croissance et capables de créer de la valeur sur le moyen long terme, aux entreprises qui payent un dividende élevé. Parce que les entreprises qui payent un dividende élevé, c'est plutôt des entreprises qui sont en situation de maturité, voire en situation de décroissance.
et ce n'est pas une généralité, hein, parce que vous avez aussi des entreprises qui sont en forte croissance et qui ont une capacité à distribuer des dividendes. Dans le cas du Maroc, puisque c'est le Maroc que vous évoquez, hein, moi, ma perception, elle est de dire que, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est une recommandation qui a été faite, mais c'est une recommandation qui doit être manifestement suivie. Et si elle n'est pas suivie, voilà, il peut y avoir des représailles. Et mon sentiment, c'est de dire que on demande à des entreprises avec des situations différentes d'appliquer des règles identiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des niveaux de mobilité qui sont largement supérieurs aux ratios qui sont les ratios réglementaires et à qui on dit bah non, vous ne pouvez pas verser de dividendes. Alors que certaines entreprises ont des niveaux de ratio de solvabilité qui sont tout juste, voire même au niveau des ratios réglementaires. Et là, pour le coup, je peux comprendre effectivement que l'entité régulatrice dise à ces acteurs-là bah non, ne distribuez pas de dividendes. Ce que je comprends et au travers des échanges que je peux avoir des entreprises, aujourd'hui, on a deux catégories d'entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui ont décidé de ne pas verser de dividendes et qui l'ont acté, hein, je pense par exemple à Tijari, qui a dit on ne versera pas de dividendes. Certaines entreprises qui ne se sont pas encore vraiment exprimées, qui probablement, avec l'accord de Banque Marib, opteront pour le versement d'un dividende en action, qui au fond, alors c'est pas du cash, mais d'une certaine façon, c'est un peu dans le même esprit que du share buyback, hein, le rachat de ses propres actions. On fait plaisir à tout le monde. Pardon ? Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Oui, bah comme ça, disons qu'il n'y a pas de sortie de trésorerie et puis d'une certaine façon, il y a un dividende qui est payé d'une manière ou d'une autre. Et puis, je pense qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé peut-être aussi cette année de couper leurs dividendes pour jouer le jeu de la recommandation de Michael Marlip et qui peut-être, si l'année prochaine l'environnement se normalise, bah, feront un petit geste supplémentaire en versant un petit dividende exceptionnel pour ajuster la balance. Voilà. Mais de mon point de vue en tant qu'investisseur, la manière dont je perçois les choses, c'est que je peux comprendre que les régulateurs se disent la priorité, c'est le financement de l'économie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, même si on peut percevoir, enfin, je peux comprendre aussi le regard de certains qui pourraient dire que c'est de l'ingérence, que ce n'est pas du rôle de ces acteurs dire à des entreprises qui sont détenues par des opérateurs privés de verser ou non un dividende, hein, parce que finalement, quand les entreprises font des augmentations de capital, ce sont les actionnaires qui participent et pas forcément les opérateurs publics qui y participent. Donc, on peut avoir cette lecture-là. Mais disons que je pense que dans cet environnement-là, qui est un environnement exceptionnel, on peut trouver un moyen qui puisse satisfaire l'ensemble des opérateurs à travers notamment le versement d'un dividende en action. Voilà. C'est bien, il y a débat. Merci beaucoup. Alors, c'est Rachid, une question pour vous, notamment sur la recherche marché. Et là, vous êtes intermédiaire en bourse et donc c'est quelque chose qui fait partie de vos activités. Les internautes demandent, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. On a vu que les moyennes capitalisations sont en train de récupérer plus ou moins rapidement sur le marché boursier marocain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les analystes au Maroc, je demande uniquement l'avis de CDG Capital Bourse, ne couvrent pas suffisamment cette catégorie d'entreprises? On a aussi un gérant avec nous qui pourra en témoigner. Est-ce que pour vous, la couverture des mid-cap est suffisante au Maroc? Est-ce qu'on ne gagnerait pas pour les volumes et pour attirer plus d'investisseurs particuliers, à avoir une meilleure couverture de ces entreprises-là? Rachid Ouchariat. Je vois que son micro est coupé. Je peux peut-être, si tu le souhaites, Adil, si vous le souhaitez, je peux peut-être évoquer un mot le temps que son micro revienne, peut-être. Moi, ma perception là-dessus, parce que je regarde aussi un petit peu les publications des différents brokers de la place marocaine, hein, et puis de l'Afrique de manière générale, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de brokers qui suivent quand même les mêmes valeurs, qui sont plutôt des valeurs considérées comme des large cap. Hein. Tout le monde suit Tijari, BMCE, Marsa Maroc, Brasserie du Maroc, et que les small mid cap, en tout cas le segment small mid cap en Afrique de manière générale est beaucoup moins regardé. Alors, ça peut se comprendre parce que c'est sûr que la vie d'un broker quand même dépend des flux de transactions, hein, et que si un broker sort une note sur une société où il y a 3 titres qui s'échangent par jour, il va engager des capitaux de son côté qui ne seront pas forcément rémunérés par la suite. Mais je pense que le sens de l'histoire, c'est que des petites sociétés qui aujourd'hui valent 50 millions ou 100 millions de dollars, avec les résultats qui sont les leurs et avec leur potentiel de croissance, à un moment donné, finissent aussi par intéresser les brokers. Et je pense que le cas d'HPS au Maroc est un très bon cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, HPS, c'était une société de mémoire qui faisait peut-être 60 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui en fait 5 fois plus. Et c'est une entreprise qui est aujourd'hui suivie par l'ensemble de la place.
Et à terme, moi, je suis convaincu qu'on a sur la place marocaine beaucoup de sociétés de cette taille-là, qui font 50, 60, 70 millions de dollars de capitalisation boursière et qui, avec leur performance opérationnelle, finiront aussi par susciter l'intérêt des brokers dans leurs recherches. Très bien. Alors, je passe la parole à Rachid Ouchariat. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que Je t'entends maintenant, mais je n'ai pas entendu la question parce que il y avait un problème de connexion chez moi. Très bien. Alors, la question est celle d'un internaute qui demande est-ce que on ne gagnerait pas en termes de volume à couvrir mieux et plus les valeurs mid-cap? Donc, Wissam a fait un commentaire là-dessus pour dire qu'effectivement, il le remarquait. J'ai entendu la réflexion de Wissam. Allez-y. Que je partage complètement. Non, clairement, on a tous à gagner à couvrir plus de valeurs, notamment les mid-cap, c'est certain. Et je partage tout à fait le constat de Wissam, à savoir qu'aujourd'hui, je ne dirais même pas que les brokers, c'est brokers et analystes. Aujourd'hui, on sait tous, la communauté des analystes au niveau du marché marocain n'est pas aussi large que ça. Pas toutes les sociétés de bourse, toutes les banques d'affaires ont des équipes analystes qui couvrent le marché, etc. Pour des raisons évidentes, malheureusement, de coût qui est lié à la rentabilité derrière, encore une fois, malheureusement. Quand on a des marchés, quand on a des volumes qui sont relativement faibles, on a du mal à investir et je connais beaucoup de sociétés qui ont investi énormément dans des équipes de recherche, d'analyse bien été faites et qui, à un moment, s'essoufflent et ne peuvent plus suivre le rythme. Ça coûte très cher. Pour avoir des analyses pertinentes de qualité, ça coûte très, très cher. C'est un investissement long. Et quand on a des marchés où la liquidité n'est pas là, c'est assez compliqué de pouvoir assurer un service de qualité. Maintenant, clairement, il est important de couvrir les valeurs mid-cap. Je pense qu'il y a quelques sociétés mid-cap qui sont couvertes par les analystes, pas toutes. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il y a aussi mobilisation des opérateurs aussi, des analystes. On le voit, vous savez très bien que la bourse organise chaque année avec la Bourse de Londres, avec la PSB, des réunions entre Visit One-to-One, entre émetteurs, analystes et gérants. Et là, il y a une mobilisation des gens et on voit aussi qu'il y a un rôle important qui joue aussi par les sociétés émettrices elles-mêmes. Et là, j'apporte une précision par rapport à ce que disait Wissam. C'est vrai qu'il a cité l'exemple de HPS qui est très très bon, c'est un très bon exemple effectivement. Mais il faut dire aussi que HPS, le shift un petit peu est venu aussi de la société elle-même. La société a commencé à mieux communiquer, à être plus présente, à toujours répondre présent aux analystes, aux demandes des investisseurs. Et là, on commence à mieux la connaître. À partir de là, l'intérêt est là. Aujourd'hui, on a encore des fois, malheureusement aussi, il faut le dire, des réactions qui ne sont pas très, des émetteurs plutôt qui ne sont pas forcément très collaborateurs, qui ne collaborent pas trop, qui ne communiquent pas plus que ça. Ça aussi, il faut améliorer aussi cet aspect-là. Mais je rejoins le constat, effectivement, on a tous intérêt à couvrir toutes les sociétés, y compris les mid-cap, parce que les mid-cap d'aujourd'hui, c'est des grandes capitalisations de demain. Alors, très bien, on a reçu juste un commentaire par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, Wissam, sur les dividendes. Et effectivement, il faut le rappeler, c'est que les régulateurs ont dit on va surveiller les dividendes au cas par cas, notamment dans le secteur bancaire et celui des assurances. Pour les autres émetteurs des autres secteurs d'activité, là, il n'y a pas eu de régulation particulière et donc c'est des choix particuliers. C'est des choix qui reviennent donc aux émetteurs et c'était bon de le rappeler. On a énormément de questions et de commentaires. On ne pourra pas tenir. On a déjà dépassé de 6 à 7 minutes le temps de la conférence. On était jusqu'à 600 ou 700 personnes connectées en direct. Là, actuellement, nous sommes à peu près un peu plus de 300. Donc, je tiens à remercier tous les participants qui ont suivi ce live du début à la fin, bien qu'on ait un peu débordé. Mais voilà, les questions étaient nombreuses. Il y en a d'autres. Je suis désolé, on ne pourra pas répondre, prendre toutes les questions. Il y en a vraiment beaucoup. Je suis en train de les compter un peu plus de 20 questions encore en suspens, donc ça sera vraiment très long à faire. Mais en tout cas, voilà, je tiens à vous remercier, messieurs, pour avoir participé à ce webinaire sur les comportements des marchés boursiers face au Covid-19. Je rappelle juste que nous avions avec nous aujourd'hui M. Rachid Ouchariat, directeur général de CDG Capital Bourse, M. Zine Bqali, CEO de Silk Invest à Londres, et M. Wissam Berbouchi, président fondateur de Hub Africa. Merci, messieurs. Zine, thank you. Et à la prochaine, j'espère, dans de meilleures circonstances. Merci Adil, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Adil, merci à tous.